Bonjour à tous. Nous sommes au siège du parti d'opposition LIDER, où nous reçoit son président, Mamadou Coulibaly, éminent professeur d'économie, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, et cela pendant une décennie. Excellence, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour aux téléspectateurs. À nos internautes et aussi. Aux internautes. Alors, Excellence, merci de nous recevoir là dans votre bureau qu'on a transformé en studio le temps de cet entretien. Comment vous portez-vous? Oh, j'ai encore quelques douleurs au bras après la bousculade du 5, mais sinon ça va, je survis. Et que ferez-vous le dimanche 30 octobre prochain? Je ne me souviens pas qu'il y ait un événement particulier le 30 octobre. Alors, je vous le rappelle, le 30 octobre prochain, les Ivoiriens sont appelés au référendum. Non, il n'y aura pas de référendum. Ah. Non. Je travaille avec un front de refus qui mettra tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas ce référendum. Ce serait dommage pour la Côte d'Ivoire et même une injure pour l'Afrique entière que la Côte d'Ivoire puisse aller au référendum pour cette constitution en cours d'élaboration. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il n'y aura pas ce référendum? Parce que dès demain, les amis politiques et moi réunis au sein du Front du Refus, nous marcherons au plateau pour expliquer aux populations, pour expliquer à l'opinion notre désaccord et nous continuerons cela à l'intérieur du pays et nous prendrons tous les moyens démocratiques pour éviter ce référendum. Est-ce que vous êtes certain que les Ivoiriens vous suivront? S'ils ne nous suivent pas, alors bon, c'est vrai, peut-être. Ce sera leur choix dans tous les cas. Ce sera leur choix. Mais on leur donne la possibilité, non pas de dire non dans les urnes, mais de dire, de refuser cette constitution, son processus, son contenu. Alors, tout à l'heure, vous nous direz pourquoi vous jugez bon de mobiliser pour le rejet de cette constitution. Mais il y a autour de ce débat constitutionnel 3 opinions qui se dégagent. Il y a l'opinion du oui, il y a l'opinion du non. Donc, 2 opinions qui devraient voter quand même le 30 octobre, et celle du rejet pur et simple que vous incarnez certainement. Alors, et si finalement, malgré tout, on allait à ce référendum, que diriez-vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut aller à ce référendum. Je n'arrive pas à imaginer que les populations ivoiriennes acceptent d'aller à ce référendum. Que ce soit pour le oui ou le non, c'est le oui qui l'emportera. Est-ce que l'idéal, ce n'est pas d'aller exprimer cette colère-là dans avec Alassane Ouattara et son équipe, peu importe comment vous allez l'exprimer, c'est le oui qui l'emportera toujours dans les urnes. Ce monsieur truque les élections depuis qu'il y participe, je l'ai toujours dit, mais bon, tout le monde regarde. Gbagbo l'a dit au présidentiel de 2010. Moi, je l'ai dit au présidentiel de 2015. On n'a pas écouté, mais c'est Ali Bongo qui a signalé au monde entier que dans le cabinet d'Alassane Ouattara à Abidjan, il y avait une équipe chargée de truquer les élections au Gabon. S'il peut le faire si loin, pourquoi ne le ferait-il pas si près? Il ne faut pas aller à ces élections, sinon c'est le oui qui l'emporte. C'est déjà goupillé. Alors, Excellence, le seul sujet qui, depuis 2011, donc l'année de la chute du président Gbagbo, le seul sujet qui réunit aujourd'hui toute l'opposition, pratiquement toute tendance confondue, c'est ce sujet-là. Finalement, vous vous retrouvez? Avec retard, mais avec joie, avec bonheur. Et je ressens naître cette chaleur combattante, je sens le courage circuler de nouveau dans le corps social, je sens la peur disparaître, je sens l'enthousiasme de reprendre en main les choses en Côte d'Ivoire. Et moi, c'est avec grande satisfaction que je participe à cette dynamique-là. Mais pourtant, contre toute attente, le sit-in annoncé par Pascal Affi-N'Guessan le 5 dernier a été reporté. Mais vous étiez quand même d'une façon ou d'une autre. Oui, reporté, bon, comme ce sont des entités différentes, un sitting reporté, ce n'est pas la fin du combat. Il a reporté son sitting, il a eu sa marche quelques jours après, c'est juste une question de modalité. Mais le moment est venu maintenant, pour demain,
que M. Afin Guessan et puis tous les autres qui sont opposés à cette constitution, tous ceux qui pensent même qu'il faut dire non, se mobilisent. Et l'heure n'est plus à l'attentisme pour dire on va aller voir dans les urnes, on va aller voir dans les urnes. C'est maintenant qu'il faut commencer. Le chef de l'État estime quant à lui que sa démarche est noble, elle est citoyenne, que sa démarche va dans le bon sens, puisqu'aujourd'hui, c'est le moment ou jamais de doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution au regard de la récente histoire de ce pays. Alassane Ouattara pense que c'est une bonne constitution qu'il fait élaborer et que voter oui à cette constitution, ce serait voter oui pour un meilleur avenir. Oui, on a deux perceptions complètement différentes et de la loi et du droit et de la Constitution et de la Côte d'Ivoire. La Constitution est un contrat social entre les populations d'un pays pour créer un État auquel on cède une partie des pouvoirs du souverain peuple. Ouattara, lui, met en place un contrat, mais ce n'est pas un contrat social. Lui, c'est un contrat de bail. Un contrat de bail amphithéotique, même, je dirais. Pour un certain nombre d'années, il peut hypothéquer ce pouvoir, il peut céder à qui il veut. Donc, lui est bien placé pour dire que c'est une avancée. Mais c'est une avancée pour le bail qu'il veut faire sur le pouvoir de la Côte d'Ivoire, sur la République de Côte d'Ivoire, sur le palais présidentiel. Pas un contrat social, ce n'est pas une constitution, ça. Alors, Excellence, est-ce que dans le fond, on peut dire raisonnablement que ce que contient ce projet est forcément, tout ce que contient ce projet est forcément mauvais? Ce texte marque quelques avancées quand même. L'école obligatoire qui était déjà figure dans la Constitution. Qui était déjà valide en Côte d'Ivoire. Il y a une réaffirmation des droits fondamentaux des citoyens. C'est ce que j'ai cru lire. Déjà ancien dans toutes les anciennes constitutions. Le statut de la femme aussi. Déjà dans les anciennes constitutions. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il y aura une chambre pour la chef traditionnelle. Un Sénat, une vice-présidence. Et ça, ce sont les sources de conflits, les nouvelles sources de conflits, de gaspillage des deniers publics et puis d'accaparement de pouvoir et du patrimoine des populations ivoiriennes. Et expliquez-moi par rapport à la Chambre des rois. La Chambre des rois, vous savez, dans nos différentes contrées, nous n'avons pas de définition précise de qui est roi, qui est chef de canton. Certaines coutumes, certaines tribus n'ont pas de tradition monarchique, d'autres en ont. Si vous créez une chambre des rois et chefs coutumiers, vous passez le message à tous les chefs de village, à tous les chefs de famille, à tous les chefs de tribus, chefs de groupes ethniques, que désormais, ils peuvent s'arranger pour arriver dans cette chambre et puis bénéficier des prébendes de l'État. Vous créez donc une compétition entre des chefs de tribus, donc entre des tribus, pour s'accaparer une part des budgets de l'État. C'est des sources de conflits. Déjà entre nous, politiciens, pour être députés, pour être ministres, vous voyez à quoi ça conduit. Vous transférez ces conflits politiques et idéologiques au niveau tribal et ethnique. Pourquoi tel village, le chef de tel village est à la chambre et pas le nôtre? Parce qu'on considère que lui est plus grand chef que moi. OK, nous aussi, on va faire dissension et puis affirmer notre chefferie, d'ailleurs transformer notre chef en roi. Vous allez trouver dans les villages de l'Ouest, à Gagnoa, Daloa, Issia, Saïwa, Man, là-bas, des gens qui n'ont pas de tradition monarchique s'ériger en monarque. Je suis le roi de Gagnoa, je suis le roi de Soubré. Et puis vous trouverez des chefs de village à Boasso, à Diaka, à Bangourou, qui vont s'ériger en roi. C'est parti pour des conflits sociaux, des conflits ethniques. C'est pas bon du tout. Ce sont vos prédictions, en fait. Sans compter les dépenses supplémentaires que cela va causer à l'État, alors qu'on a un Parlement qui est insuffisamment exploité et qui n'a presque pas de pouvoir. On y met un Sénat qui n'a aucun sens, plus cette division tribale de la Côte d'Ivoire, c'est déplorable. Il faut rejeter cela. Alors, allons un peu plus loin dans le contenu de ce projet de nouvelle constitution. Que pensez-vous de la création de ce poste de vice-président
un vice-président de la République qui sera élu sur le même ticket que le futur président de la République, mais en attendant, le chef de l'État voudrait bien en nommer un. Oui, c'est simplement interprété. Alassane Ouattara, de 2016 en 2020, désigne son successeur dont les fonctions ne sont pas précises du tout. C'est quelqu'un qui va glander tranquillement autour de lui, qui n'a rien à faire. Et puis, au moment où Ouattara, en 2020, décide de continuer son mandat, il a quelqu'un qui peut être à côté de lui pour partager le gâteau, ou décide de ne plus être président, bon, le type devient son successeur sans avoir eu un mandat populaire, puisqu'il a été nommé par Ouattara. Est-ce que vous ne lui prêtez quand même pas au président Ouattara des non, intentions peut-être qu'il n'a pas? Je lis le comportement politique de M. Ouattara. En 2010, pour convaincre les Ivoiriens et même ses partenaires du RHDP de le laisser être candidat et lui seul, il a dit simplement « Je ne veux qu'un seul mandat ». Vous trouvez ça sur YouTube. Un seul mandat, de 5 ans. Une fois assis au pouvoir, il leur a dit « Non, 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 il me faut un second mandat et une candidature unique ». Et il leur promet une fusion et puis une vice-présidence. Moi, je ne regarde que ce qu'il fait. Je ne me contente pas de ce qu'il dit. Alors, le poste de vice-président de la République enlève au président du Parlement, vous l'aviez été, enlève au président du Parlement son statut de dauphin constitutionnel. J'aime pas trop cette expression, mais bon. Oui, en fait, c'est même pas un dauphin. Le dauphinat a existé en Côte d'Ivoire dans la constitution, la première constitution. Le dauphin, c'est celui qui succédait alors au président de la République et terminait son mandat avec quasiment les pleins pouvoirs. En 2000, dans la rédaction de cette constitution, on a enlevé cette possibilité au président de l'Assemblée nationale qui a 90 jours au maximum pour organiser les élections, être candidat s'il le veut, et puis ne pas l'être si ça ne l'intéresse pas, mais pour installer un pouvoir régulier. Pendant ces 90 jours, il ne touche quasiment à rien. C'est cet élément que Ouattara supprime désormais. Il revient au format du dauphinat et son successeur désigné est automatiquement en position de prendre le pouvoir pleinement. C'est un recul. Un recul démocratique. C'est un recul démocratique grave quand même. Est-ce que c'est pour tout cela que vous reprochez à cela, vous indexez cela comme, comment je veux dire, une démarche monarchique? À rejeter une démarche monarchique, oui. Mais au-delà de l'aspect monarchique de la démarche, il y a l'aspect dictatorial qui est derrière. La Constitution actuelle prévoit ces modalités de modification. Ce que M. Ouattara fait, c'est ni plus ni moins qu'un coup d'État. Il n'a pas le droit de rédiger une nouvelle constitution pour la Côte d'Ivoire. Nulle part dans les prérogatives du président de la République de Côte d'Ivoire, il a dit qu'il peut rédiger une nouvelle constitution. Et finalement, qui prendrait l'initiative? Un collège constitutionnel, un forum constitutionnel, une assemblée constituante, on trouve le nom. Le président peut initier, dit, bon, compte tenu de notre histoire, j'aimerais bien. Et puis, il met en place, en consultant toutes les forces sociales et politiques du pays, pas en les appelant au palais et puis en leur disant voilà ce que je veux faire, mais en leur disant j'aimerais bien qu'on évolue sur le plan constitutionnel. Est-ce que vous pouvez y réfléchir? Les gens vont réfléchir et viennent lui dire non, c'est très satisfaisant ce qu'on a, ou bien tiens, voilà, on a quelques idées, voilà ce qu'on va faire. Ce n'est pas du tout ce que lui il a fait. Il a désigné des experts qui ont travaillé en vase clos, qui ont rédigé un document, qui sont allés lui présenter et curieusement, ce sont les termes de référence qu'il leur a confiés qui se retrouvent exactement dans le projet qui sort. Donc, ce sont ces desiderata que ces experts sont allés formaliser. Il prend ce document, au lieu d'aller directement au référendum auprès du peuple souverain, mais il considère que c'est lui le souverain, il décide de créer une voie. Un raccourci, il passe par une Assemblée nationale, mais nulle part dans la Constitution actuelle, il n'est dit que l'Assemblée nationale est habilitée à adopter une nouvelle Constitution. Ce n'est pas dans les prérogatives de l'Assemblée nationale, c'est dans les prérogatives du peuple de Côte d'Ivoire. Cette Assemblée, à 4 jours
pour statuer et adopter la Constitution. Les députés ne l'ont même pas lu. On leur a dit simplement votez. Ils ont voté et puis on va au référendum et en 10 jours, on doit avoir fini de voter. C'est dictatorial. Le peuple de Côte d'Ivoire, les citoyens ordinaires, lambda, les associations, les villageois, la société civile, les paysans, les jeunes, les étudiants, les intellectuels n'ont pas eu de débat. Vous êtes journaliste, vous êtes opinion publique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un débat constitutionnel en Côte d'Ivoire? Non, on dit qu'il y a une nouvelle constitution, on va au référendum. Je pense que la Côte d'Ivoire est trop sérieuse, est trop importante pour la sous-région et pour la population ivoirienne pour qu'on n'aille pas dans ce sens. C'est une injure à l'Afrique, c'est une injure à l'intelligence même des populations ivoiriennes que de faire ça. Donc, au-delà de l'aspect monarchique, il y a l'aspect dictatorial. Il impose ce qu'il veut. Et ce que Ouattara veut, pour lui, il appelle ça démocratie. Pour nous, c'est la dictature. Excellence. Dans ce projet de nouvelle constitution, quand on évoque les critères d'éligibilité du président de la République, le « et » a cédé sa place au « ou ». C'est une bonne chose. Voilà, mais il faut continuer d'être ivoirien d'origine. Alors, quelle signification juridique, à vos yeux, être ivoirien d'origine a? Il n'y en a pas du tout. C'est un concept totalement flou. Totalement flou. L'ivoirien d'origine est un concept né de Bédier et puis exploité par la suite par Ouattara. L'ivoirité tribaliste à la Bédier et l'ivoirité technocratique du rattrapage à la Ouattara sont d'accord là-dessus. Et c'est curieux. Ce qu'on a reproché à la Constitution de 2000, ça a été de dire que cette Constitution fait le distinguo entre les Ivoiriens d'origine et les Ivoiriens de circonstance. D'où la thèse de l'ivoirité contenue dans cet article 35. Le « et » et le « ou » ne posent pas problème. Papa et maman, papa ou maman, mais c'est l'Ivoirien d'origine. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Ivoirien d'origine? On n'en sait rien. Les ivoiritaires, les profs d'université, les théoriciens de l'ivoirité qui ont forgé ce concept prétendument combattu par Ouattara, disent qu'un Ivoirien d'origine, c'est un descendant ou le descendant d'une des tribus qui étaient installées sur le territoire de Côte d'Ivoire au moment où le colon a décidé de transformer l'Afrique occidentale française en différents pays avec des dénominations différentes. Les tribus qui étaient là, leurs descendants peuvent être appelés comme Ivoiriens d'origine. Mais il y avait sur ce territoire de Côte d'Ivoire des Sénégalais, des Gabonais, des Béninois, des Burkinabés, des Maliens, des Togolais, enfin il y avait tout le monde. Ceux-là, on dit oui, c'est vrai qu'ils étaient là, ils sont Ivoiriens, mais ils ne sont pas Ivoiriens d'origine parce qu'il n'y a pas de tribu Wolof en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de tribu Moussi en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on a appelé l'ivoirité. C'est ce qui a fait que l'Afrique de l'Ouest, le monde entier, s'est élevé contre nous pour dire « Ah oui, mais vous faites le distinguo entre ceux qui sont d'origine et ceux qui sont des circonstances. » Ouattara a combattu cela, il arrive au pouvoir et il nous rédige une constitution pour dire qu'il faut que l'un des parents soit ivoirien d'origine ou les parents même soient ivoiriens d'origine. C'est un mensonge qui est surpris là, hein? Parce que ça prouve une seule chose, que tout ce qu'il a fait comme crise, conflit, guerre, revendication contre l'État de Côte d'Ivoire au nom de l'ivoirité n'était que du bluff, puisqu'il vient de reprendre à son compte ce concept d'ivoirien d'origine. Il voulait être président, il a exploité les faiblesses d'un pays, il a exploité la tendance des Ivoiriens eux-mêmes à toujours se distinguer, tu es de quelle race, tu es de quelle région, tu es de quelle... Il a exploité et puis il est devenu président, mais ce n'est pas pour résoudre cette question d'ivoirité, hein, pas du tout, il exploite. Ok, Excellence. À Marcoussis, il m'est revenu que toutes les parties impliquées dans cette discussion-là il y a quelques années avaient reconnu la nécessité de changer un certain nombre de choses au niveau de la Constitution. Tout à fait. Notamment l'article 35. Et j'aurais même appris que le verrou de l'âge limite, vous étiez entendu, que cela soit sauté. Ça a été. Pourquoi aujourd'hui alors l'opposition se plaint du fait que
il n'y aura plus de limite d'âge pour se présenter à la présidentielle. L'opposition dit que si Ouattara s'était contenté de reprendre la rédaction de l'article 35 telle qu'elle est sortie, cette rédaction de Marcoussis, et de la plaquer dans la Constitution de 2000, il n'y aurait pas eu de discussion, on aurait fait campagne pour le oui et puis c'est tout. Mais il prend cette rédaction, il la met dans une nouvelle Constitution, il chamboule tout, il écrit une nouvelle Constitution. La limitation d'âge partie n'aurait gêné personne si l'accord de Marcoussis se limitait à cela. Mais on peut aller plus loin. Et cet accord de Marcoussis disait aussi qu'il fallait faire le désarmement. Si Ouattara tient tant à appliquer l'accord de Marcoussis, pourquoi il ne l'a pas fait? Il disait qu'il fallait mettre une armée nationale en place. Il a préféré transformer les milices du RDR en forces républicaines de Côte d'Ivoire. Vous voulez dire qu'il y a il applique une armée nationale aujourd'hui? Non, il n'y a pas encore d'armée nationale. Non. Demandez aux policiers, aux militaires, aux gendarmes, non. Il y a ceux qui sont proches de Ouattara, qui ont les armes et le commandement, et puis il y a ceux qui ne sont pas proches de Ouattara ou soupçonnés pas proches de Ouattara, qui ont les corvées et sans les armes. Ce n'est pas une armée nationale, ce n'est pas une police nationale, ce n'est pas une gendarmerie nationale. Il avait été dit à Marcoussis que le président de la République puisse présenter son bulletin de santé. Très souvent, Ouattara ne le fait pas. Il avait été dit à Marcoussis que le président de la République ne continue pas d'être chef de l'État, président de la République, chef de parti, pardon. Ouattara continue de le faire. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Maintenant, le nouveau texte, s'il est voté... formalise, constitutionnalise les pratiques de Ouattara. Et il ne faut pas évoquer Ouattara et Marcoussis. Marcoussis a dit de prendre la rédaction de l'article 35. Tout ce qu'on demandait à Ouattara, c'est de prendre l'article 35 nouveau et de remplacer l'article 35 ancien. Il aurait fait ça, il n'y aurait pas eu de contestation, on serait allé au référendum, tout le monde aurait voté oui, et puis l'histoire de Côte d'Ivoire, ce n'est pas du tout ce qu'il fait, il prend un alibi. Marcoussis n'a pas dit que de créer une chambre des rois, Marcoussis n'a pas dit de créer un vice-président, Marcoussis n'a pas dit de modifier le mandat et la durée des travaux du Parlement, Marcoussis n'a pas dit de nommer tous les chefs d'institution comme il le fait. Ce n'est pas sérieux ce qu'il dit. Mais depuis Marcoussis jusqu'à aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts. Oui, sauf que, le pont a coulé avec l'eau, hein. La rupture est devenue encore plus nette entre les populations ivoiriennes. Ouattara est arrivé et a exploité, au lieu de rassembler les populations, il n'a pas fait. Marcoussis disait réconciliation nationale. Le gouvernement qui est sorti d'ailleurs de Marcoussis s'appelait gouvernement de réconciliation. Il n'a pas fait. Gbagbo n'a pas réussi cela. Non. Mais ils étaient tous ensemble, c'est les signataires. Vous avez introduit la question en termes de signataires de Marcoussis tomber d'accord sur quelque chose. Que ce soit Gbagbo au pouvoir, il a fait. Ouattara a critiqué que la réconciliation n'avait pas été faite. Bon, Ouattara au pouvoir, la réconciliation n'est toujours pas faite. Il vous répondra qu'il fait ce qu'il peut. Bon, qu'il ne touche pas. S'il ne peut pas faire le moins, il ne faut pas qu'il aille chercher à faire le plus. Le moins, c'était la réconciliation, le désarmement, la nouvelle armée, la transparence dans la gestion de l'État. Le plus, la rédaction d'une nouvelle constitution le dépasse un peu. Il ne faut pas qu'il aille dans ce sens. Il faut qu'il retire simplement son texte. Alors, visiblement, il n'y aura plus de commission électorale indépendante. Elle sera remplacée par une autorité administrative indépendante. Ça veut dire quoi? Que la Côte d'Ivoire va accuser un recul démocratique extraordinaire. Encore? Oui, Ouattara était Premier ministre de Côte d'Ivoire quand le débat en 90 a eu lieu. Les gens se sont battus pour finir par obtenir une commission électorale indépendante. Ce monsieur était Premier ministre quand ils ont fabriqué de fausses pièces d'identité jaunes distribuées à des gens pour faire élire le président Houphouët-Boigny. Et puis juste après cette élection, le monsieur Ouattara a jeté les policiers dans les rues pour récupérer ces cartes d'identité, les déchirer. L'ivoirité et la xénophobie commençaient par là. Maintenant, il arrive président, cette commission électorale qu'il manipule comme il veut, hein, il fait ce qu'il veut de la commission électorale, c'est lui qui dicte ce qu'il faut faire. Il trouve que c'est encore trop long, tout ce qui est procédural.
Tout ce qui permet de respecter les normes est détesté par Ouattara. Donc, il fait sauter cette commission électorale et puis il met une autorité administrative dite indépendante, mais qui sera gouvernée directement soit par le ministère de l'Intérieur, soit par le ministère chargé des relations avec les institutions ou le ministère de la Justice. C'est un recul. Ouattara n'aime pas l'état de droit. Quand vous regardez les procédures de dépenses des marchés publics, il trouve que c'est trop long pour suivre la procédure, donc il faut prendre des raccourcis, il fait du gré à gré. Qu'il y a des dispositions qui sont prises pour que les marchés ne soient plus passés au... L'autorité, la haute autorité chargée des marchés publics est créée depuis longtemps. Ouattara l'a logé à la présidence de la République et puis quand on sort les statistiques, 80% des marchés sont passés gré à gré. Et toujours sur coup de fil des gens du palais. Alors, du point de vue de la séparation des pouvoirs, est-ce que vous pensez que ce nouveau texte marque également un recul ou une avancée? Un recul. Déjà, le Parlement de Côte d'Ivoire, depuis les indépendances, n'a jamais été une institution solide par rapport à l'exécutif. La personnalité d'Houphouët-Boigny et puis ensuite les constitutions ont fait que le chef de l'État, le gouvernement, a toujours été très au-dessus et de façon écrasante par rapport aux autres institutions qui pourtant, pour le Parlement, devaient être chargées de contrôler le gouvernement. Ce n'est pas le cas. La Constitution actuelle va diluer ce pouvoir du Parlement, diversifier les institutions parlementaires et puis en définitive noyer le poisson dans l'eau, mais pour ramener tout le pouvoir au président de la République, d'où la création d'un Sénat. Un Sénat dans lequel le président va nommer le tiers des parlementaires. Et ce tiers de parlementaires va avoir les mêmes droits que ceux élus. Déjà, ceux qui sont élus n'ont pas de pouvoir. Tout ce qui préoccupe la plupart des parlementaires, c'est nos pécules, nos droits, nos avantages. Est-ce que nous contrôlons le gouvernement? Est-ce que nous défendons la voix du peuple? Oui, vous savez, ça c'est important, mais il faut que nous-mêmes on survive d'abord. Un Parlement comme ça méritait d'être renforcé, méritait d'avoir plus de pouvoir et de pouvoir convoquer le gouvernement pour l'entendre sur les dossiers minimes ou les dossiers maxi. Mais en même temps que, parlant de la séparation des pouvoirs, le président ne sera plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est une avancée ou pas? C'est un recul aussi. On a critiqué le fait qu'il était le président du Conseil supérieur de la magistrature. Dans sa rédaction, il dit, alors, dans ce cas, je ne serai plus le président du Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est moi qui nomme le président de la Cour suprême, le président de la Cour de cassation, le président de la Cour des comptes, le président du Conseil constitutionnel, et le Conseil supérieur de la magistrature sera aussi nommé géré par une personnalité que je nommerai et qui va travailler... qui va m'assister dans mon travail. Et cette personnalité n'est pas désignée par le corps judiciaire, c'est moi qui désigne et je suis le garant du droit des juges. C'est encore catastrophique. Au lieu de donner plus de liberté à la justice, il reprend. Alors, je vais quand même revenir à ces divergences de vues, même si le sujet rassemble aujourd'hui l'opposition. Pascal Affi-N'Guessan appelle à un boycott. Vous dites le texte, il faut le retirer. D'ailleurs, il n'y aura pas de référendum. Il y en a qui disent non, on va se battre dans les urnes. La tendance Bamba-Mori Ferré. Oui. Alors, finalement, qu'est-ce que ceux qui ne veulent pas de cette constitution devraient faire? Est-ce que vouloir boycotter la tenue du référendum, déjà vouloir boycotter le vote, est-ce que vous ne pensez pas que cela puisse se retourner encore contre l'opposition, qui déjà n'est pas au Parlement? Je pense qu'avec le temps, toutes ces tendances vont finir par se mettre d'accord sur l'option du rejet. Il n'y a plus beaucoup de temps pour mais vous verrez, ça pourrait aller très très vite. Regardez déjà la commission électorale. Ceux que vous avez cités qui sont autour et avec Bamba-Mori Ferré sont pour la plupart des groupes d'opposition qui participent à la commission électorale. Le code électoral dit que les élections ici en Côte d'Ivoire, en règle générale, se déroulent avec un bulletin unique.
La commission électorale propose cela au gouvernement et c'est le gouvernement qui dit à la commission électorale, non, pas question de bulletin unique, il va en avoir deux, et le oui et le non. Comme ça, les gens peuvent aller voter oui et puis nous ramener le non contre 10 000 francs. La commission électorale dit non et puis il y a une crise. Lorsque les partis politiques, la société civile, les religieux qui participent à cette commission électorale vont se rendre compte de la tricherie qui est en place. Les religieux, j'espère, n'accompagneront pas la tricherie. Les partis politiques, j'espère aussi, n'accompagneront pas la tricherie. On va finir par converger, je suis convaincu. Et on se parle. On va finir par converger vers un point pour dire, mais tout qu'on fait, le monsieur, il veut tricher, il n'a aucun respect pour aucune des institutions, il vaut mieux rejeter ce texte. Et si on vous demandait 3 raisons pour voter non ou rejeter ce projet, que répondriez-vous? Je répondrai d'abord que ce projet est né dans l'esprit d'un dictateur Ouattara. Pour ça, il faut rejeter. Ce n'est pas l'émanation d'une convention du peuple de Côte d'Ivoire. Deuxièmement, je dirais que par son contenu, il arrache les droits et les privilèges des populations pour les donner à l'État de Côte d'Ivoire présidé par Ouattara lui-même. Donc c'est dictatorial, il ne faut pas l'accepter. Troisièmement, il organise le pouvoir de façon monarchique et pour ça, il faut aussi refuser. Il faut refuser parce que c'est personnel. Refuser parce que c'est dictatorial, refuser parce que c'est monarchique. On ne cherche pas de règne maintenant, on cherche de la liberté en Côte d'Ivoire, on veut aller à la réconciliation, on veut aller à la paix. Et cette constitution-là, non seulement ne résout pas les anciens problèmes posés par l'ancienne constitution, mais vient aggraver la situation et les populations ivoiriennes ont intérêt à se réveiller. Elles ont intérêt à se réveiller. Ne dites surtout pas que nous, on est au village, on n'est pas concernés, c'est une affaire de vous, les politiciens. Non. Le texte de Ouattara dit que la terre de chez vous, vos terres coutumières, vos terres villageoises, vos terres ancestrales, seront désormais propriété de l'État, donc de lui, le chef de l'État, des préfets, des maires. Et puis, ce sont eux qui vont distribuer. C'est un recul. Si vous vous laissez faire, c'est terminé pour la Côte d'Ivoire et les conflits vont continuer. Vous, les chefs, s'il vous blague avec sa chambre, si vous y croyez, mais vous allez faire éclater autour de vous. Chacun va devenir chef. Vous allez perdre de l'autorité. Vous, les jeunes et les femmes, si vous pensez que les droits proclamés vont être effectivement mis en application, regardez ce qu'il fait aux députés, regardez ce qu'il fait aux juges. Eux qui ont des droits bien écrits constitutionnels, ils ne les appliquent pas. Ce sont vos droits rédigés en une ligne là qu'il va appliquer. Nous avons tous intérêt à nous lever et à dire non à cette constitution, non à ce référendum et à la rejeter purement et simplement, immédiatement d'ailleurs. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci de m'avoir donné l'occasion. Merci.